Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Kamal et surtout, on va essayer de répondre à la question pourquoi et comment vous devriez utiliser le cloud. Écoutez pas ce que vous a dit Jean-Michel tout à l'heure, c'est n'importe quoi. On va débunker ça tous ensemble collectivement dans la joie et la bonne humeur finalement. Mais bon, apparemment ça marche. Je sais pas trop ce qu'il essaye de raconter, mais c'est cool. Rapidement, deux mots, je connais la plupart d'entre vous, mais je suis Guillaume Bridet. Vous pouvez me retrouver partout sur Internet à cette adresse-là. J'ai mis des petits liens en raccourci, donc voilà, n'hésitez pas à venir dire coucou sur les internets mondiaux, ce serait cool. Avant de commencer, rappel classique, c'est une rapide introduction, c'est pas un tuto Kamal, on va pas en parler pendant des heures. Si quelqu'un vous dit qu'une technologie n'est pas bonne, c'est faux, il n'y a pas de silver bullets. C'est pas parce que je vais vous parler de Kamal que le cloud n'est pas pertinent ou inversement. Donc il n'y a pas de technologie magique, sinon on serait tous dessus évidemment. Je connais pas votre contexte, vous le connaissez, je connais que le mien. Et du coup, adaptez vos besoins en fonction des technologies qui existent. S'il y en a plusieurs, c'est pas pour rien. Et aujourd'hui, spoiler alert, ça sera pas une démo technique. Il y en a déjà énormément sur Internet, sur Kamal principalement. Celle de DHH est incroyable, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et comme tout ce qu'il fait de toute façon, donc il n'y a pas de débat. Et voilà, du coup, petit before starting, mais on va faire un rappel historique, Jean-Mi en a parlé, mais moi de mon temps, Internet ressemblait à ça. Donc Amazon, elle est sortie en 2007, Amazon en 2007 a proposé les instances EC2, donc c'est la première fois qu'on avait de la virtualisation simple et accessible en un clic. Avant ça, il fallait acheter un serveur, le mettre dans sa cave, le brancher à l'électricité, mettre la fibre ou l'ADSL à l'époque. Il y avait un technicien, ça prenait des semaines, c'était compliqué. 2 ans après seulement, ce qui est assez fou, Heroku est arrivé sur le marché, et pourtant seulement en 2013, Docker est arrivé sur le marché. Donc c'est assez fou en termes de timeline. Et après, le cloud a explosé à ce moment-là, mais on rappelle, Docker est sorti à une époque où il y avait, Internet commençait à vraiment devenir populaire sur mobile. Ça reste quand même très très vieux, mais en 2009, l'iPhone n'existait quasiment pas, pour rappel, donc c'est quand même assez fou. On n'oublie pas qu'Internet commence réellement qu'après les années 2010. Et du coup, Vercel est arrivé en 2015, et là, vraiment, c'est le cloud à l'étape... Non mais, vous voyez ce que je veux dire. Et c'était en noir et blanc, c'était lent, c'était chiant, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et Vercel a poussé le vice encore plus loin, donc là, on est allé à fond là-dedans. Je vais reprendre un peu ce qu'a dit Jean-Michel tout à l'heure et Geoffroy la dernière fois, c'est quoi un IaaS versus un PaaS, parce que je vais faire un raccourci. Quand je parle de quitter le cloud, en réalité, je vais vous parler de quitter les PaaS, pas le cloud. Le but, c'est pas de remettre un ordinateur dans sa cave. Donc, vous connaissez peut-être ce schéma. Donc, nous, on est au milieu, là. Le IaaS, la seule différence avec un PaaS, c'est que le fournisseur, quel qu'il soit, votre hébergeur, va vous donner accès à un terminal, à Linux, que lui-même aura monté. Mais c'est à vous de vous débrouiller pour déployer l'application. C'est pas le PaaS qui va le faire, alors que le PaaS, vous lui donnez le code et en gros, pour faire simple, il se débrouille pour faire en sorte qu'il soit en ligne. La grosse différence sur ça. Le on-site, ça va plus loin, c'est à vous justement de amener le courant à l'ordinateur. Mais du coup, c'est quoi les différences? En général, quand vous êtes entrepreneur ou développeur, on vous pose la question comment je vais héberger ma nouvelle shiny application? Et en général, le discours que j'entends ou que je vois un peu partout, c'est un peu les PaaS, c'est le monde merveilleux des bisounours. Vous cliquez sur un bouton, ça se déploie, la vie est trop belle et juste ça marche. C'est scalable, on verra après, c'est un truc de fou. Alors que le IaaS, c'est globalement la salle d'attente de l'enfer. Et vous avez juste un Linux tout pété et c'est à vous de tout installer. Du coup, c'est vite un cauchemar. Et on va essayer de débunker ça, et c'est important de remettre le contexte de dans quel état d'esprit Kamal a été créé. Globalement, ce qu'on entend dans des passes, c'est juste ça marche. Même on l'entend ici, à la fin du wagon, juste ça marche. Un pass, let's go, on clique sur Scalingo, c'est la folie. C'est fiable, c'est excessivement fiable, ça marche tout le temps, parce que de toute façon, ils ont une armée de DevOps qui vont s'occuper de qui vont chouchouter votre application. Il y a peut-être un humain par application, on ne sait pas, mais en tout cas, c'est fiable. C'est très simple, il n'y a quasiment rien à faire. Vous cliquez sur un bouton, ça marche. Pareil, on va débunker tout ça à la chaîne. Voilà. C'est performant parce que pareil, c'est magique. En tout cas, c'est un peu ce qu'on nous vend. En Vercel, vous cliquez dessus, votre application, elle est déployée partout sur cette planète Terre. C'est absolument le truc le plus fast du monde. Et surtout, c'est scalable. Là, les investisseurs, ils adorent. Quand vous allez pitcher votre application, vous lui dites « mon application pourra gérer la scalabilité ». Et on verra après, vous connaissez un peu le discours. Est-ce que vraiment vous avez des problèmes de scalabilité? Non, mais on verra après. Et surtout, le plus important, c'est moins cher parce qu'en fait, il n'y a pas besoin d'embaucher un humain. C'est peut-être plus cher en termes de coût, mais il n'y a pas besoin d'embaucher un humain, donc potentiellement, on s'y retrouve. Et à l'inverse, chez les IaaS, c'est compliqué. Compliqué parce qu'on va devoir mettre les mains dans un terminal, on va devoir installer des packages, c'est l'enfer, c'est pas fiable. Comment un Linux qu'on installe à la main peut être fiable? C'est absolument impossible. Surtout, c'est pas sécurisé. J'ai pas les compétences pour sécuriser mon serveur. Amazon les a. Je délègue tout à Amazon.
j'aurai plus jamais de problème de faille de sécurité. Et naturellement, vous en doutez, c'est lent et surtout c'est pas scalable. Comment on va pouvoir déployer 14 nouveaux serveurs dès qu'on va passer sur M6 ? On peut pas. Donc en tout cas, ça va être beaucoup trop long et du coup, c'est compliqué. Ça, c'est le discours qu'on entend et c'est dans cet un peu état d'esprit que Kamall a été créé. C'est un peu ce discours qu'on voit partout sur Internet. Ça sert à rien de concurrencer les passes parce que de toute façon, c'est magique et il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a des gens qui sont victimes du marketing et c'est pas grave, mais tant pis. Comment on déploie sur un pass concrètement ? On lance une commande et voilà, juste ça marche. Merci à tous, notre application est production ready, la vie est très belle. Alors que sur un IaaS, mon Dieu, il faut sécuriser notre serveur, il faut installer Nginx à la main. Qui a déjà installé Nginx à la main dans cette salle ? Ok, vous avez tous plus de 35 ans, bravo. Et du coup, vous avez Postgres, plus même. Vous allez devoir installer Postgres, Redis, tout à la main. Je ne sais pas si on se rend compte, mais c'est vraiment très très dur. On va devoir mettre à jour les dépendances et surtout, le plus dur, ça va être là où c'est compliqué, trouver un moyen de déployer son application. Parce qu'installer Nginx, on peut s'en sortir, mais prendre le code qui est sur GitHub, le mettre en prod et faire en sorte qu'il y ait par exemple des features comme les rolling release, potentiellement des rollbacks, faire en sorte que quand je vais sur blablabla.gameready.fr, ça tape bien sur mon serveur Rails. Tout ça, c'est pas forcément simple au premier abord. Vous allez devoir maintenir le serveur, etc., donc c'est pas forcément simple. Pour pallier à tous ces problèmes-là, même si on a réussi à installer le serveur pour la première fois, il y a des outils quand même qui existent depuis avant ma naissance pour mettre en place tout ça. Par exemple, Capistrano, qui est de loin le plus connu dans la communauté Rails, là, il va s'occuper justement de prendre votre application sur votre repo, de le déployer, et c'est à vous par contre de manager le serveur, c'est à vous de tout faire, mais Capistrano sert à ça. Dans d'autres communautés, par exemple sur Laravel, ils ont Forge, qui est ce qui permet à Laravel d'exister. Forge, lui, vous allez lui dire voilà l'adresse IP du serveur, voilà la clé SSH, et tu te débrouilles, c'est à toi de le faire, d'installer Nginx, Postgres, tout ce qu'on vient de dire, mais ils font des apt install Nginx pour vous, mais au final, ça reste un serveur installé de manière complètement traditionnelle. C'est juste que le script d'installation du serveur est géré par Forge, mais au final, il n'y a pas un humain derrière, il lance juste des commandes SSH à l'arrache. Et pour Rails, le plus connu, c'est Hatchbox, fait par GoRails, peut-être que vous connaissez. C'est exactement le même concept. Vous lui donnez une liste d'adresses IP et il va installer Nginx et tout ce que vous voulez. Vous pouvez splitter en plusieurs serveurs en disant ce serveur sera dédié à la base de données, celui-là au load balancer, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ce qu'il faut pas oublier, et ça refait ce qu'on disait tout à l'heure, un pass n'est juste qu'une partie du puzzle. C'est pas parce que votre application, vous cliquez sur Heroku et que vous la déployez, que votre app est en prod. En fait, ça n'arrive jamais, dans une vraie app, ça n'arrive jamais comme ça. Vous allez devoir mettre en place des backups off-site, très probablement. Vous allez devoir gérer les mails, comme ça a été évoqué. Vous allez devoir gérer le scaling de la base de données. Heroku, Scalingo, il n'y en a aucun qui le fera pour vous de manière classique. Vous allez devoir potentiellement mettre en place des CDN, gérer la gestion des logs, gérer tous les APM. Vous allez même si vous avez votre propre serveur, il y a peu de chances que vous hébergez vos propres fichiers, parce que S3 est quand même assez magique. Et du coup, en fait, un pass n'est qu'une partie du problème, mais c'est un problème qui est quand même très cher. Et du coup, peut-être que la question se pose, mais en tout cas, ça ne veut pas dire sortir du cloud, ça ne veut pas dire absolument se déconnecter d'Internet, ça veut juste dire peut-être que la partie compute peut être évitée. Spoiler alert, en vrai, dans la vraie vie, même sans Kamall, même sans tout ça, c'est pas si dur de déployer sur un IaaS. On l'a fait chez Studio HB depuis 2003, je pense, 2002. Et voilà, et en fait ça se passe globalement très bien, mais du coup qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'on peut se souvenir ? C'est que ça a un peu ce truc qui colle à la peau des IaaS, de la même manière que Rails, il y a encore cette étiquette de c'est lent, où on se bat tous les jours en tant que développeur Rails contre ça, c'est pas lent Rails, ça n'a pas de sens. Par contre il y a encore cette étiquette, de la même manière que sur les VPS, sur les IaaS, c'est dur, faut rentrer dans le cœur du serveur, c'est compliqué, surtout c'est pas fiable et je vais pas reprendre tout ce que j'ai dit tout à l'heure, mais en fait on n'est plus en 2007. Ubuntu a largement évolué, Debian pareil, le système d'automatisation est quasiment est abouti, il n'y a plus grand chose à faire et surtout ça marche. C'est-à-dire que quand vous achetez un qui me suffit chez OVH, en fait ça se passe très très bien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison que ça plante plus qu'un Heroku. Comme on l'a dit tout à l'heure, Heroku ne fait juste exécuter des commandes chez Amazon pour vous. Il n'y a pas de raison que ça pète plus que le reste, qu'un pass de manière générale. Et en plus, d'autant dire que, ce que je voulais dire, c'est que chez Heroku, des coupures, il y en a absolument tout le temps. Chez Scalingo, pareil, il n'y a pas de magie en fait.
Et voilà, donc en fait c'est quasiment la même chose. Aujourd'hui, si par exemple votre serveur Ubuntu reboot, tous les processus, Nginx, Postgres vont tous être redémarrés de manière complètement automatique. Systemctl a des process pour justement gérer tout ça, savoir s'ils sont coupés à la volée ou ce genre de choses. Donc en fait, de manière générale, ça se passe globalement très bien. Il ne faut pas en avoir peur et c'est un peu ce que j'essaye d'insinuer ici, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de déployer soi-même son application. Et du coup, tout va très bien dans le meilleur des mondes. Par contre, ce qui a été un game changer dans le déploiement sur les IaaS, pour éviter tout ce qu'on vient de dire avec Forge et compagnie, c'est Docker. Docker, concrètement, la promesse de Docker à l'époque, la headline, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2013, 14, 15, tout ça, la headline c'était si ça marche en local, ça marche en prod. Peut-être que vous l'avez connu, c'est toujours d'actualité en fait. Si vous arrivez à compiler votre image en local, la même image aura exactement le même comportement sur votre production. Ça, c'est la promesse, globalement la promesse qui est tenue, et ça a été réellement un game changer. Parce qu'en fait, tout ce qu'on faisait sur les IaaS, globalement, on n'a quasiment plus rien à faire. C'est-à-dire que Nginx, tous les process, installer tous les packages, installer tous les binaires, si Docker est installé, vous n'avez plus besoin de faire tout ça. Vous avez besoin encore de deux choses, sécuriser votre serveur, on va y venir juste après, et comment déployer votre application. Vous le voyez à venir en mille, Kamal est là. Et maintenir son serveur, c'est un faux problème, on y viendra aussi. Mais du coup, en fait, tous les problèmes qui font que ça fait peur d'installer un serveur, globalement disparaissent avec Docker. Mais du coup, ça veut dire quoi concrètement protéger son serveur? Est-ce qu'il y a des gens qui ont regardé la conférence de DHH de la Rails World? Ok, quasiment tout le monde, il en parle énormément dessus, mais on va y revenir rapidement. Mais globalement, quand on dit que votre serveur a potentiellement des failles de sécurité, en fait, si vous désactivez le password, le login en password pour SSH, vous réglez quasiment tous vos problèmes. Si vous installez un firewall, vous avez quasiment plus de problèmes de sécurité ou presque, en exagérant un peu. Si vous voulez ne plus avoir d'attaque de DDoS, ou pas de DDoS, mais de brute force, vous pouvez installer Fail2Ban. Ça, c'est des outils qui sont par défaut dans Ubuntu, il n'y a quasiment rien à faire. Quand vous avez une machine vierge chez OVH, globalement, il y a quasiment tout ou presque qui est configuré. Et le plus important, pour installer les patchs de sécurité de manière automatique, Unattended Upgrades, je ne sais pas le dire, globalement fait le job pour vous en background comme si c'était un process, c'est un process classique. Il va installer pour vous et appliquer les patchs. Mais je répète, comme vous avez Docker, il n'y a quasiment aucun binaire qui tourne sur votre machine, donc vous n'avez quasiment rien à faire. Et c'était la slide de DHH en mode, une fois que vous avez acheté un serveur, vous lancez 4 commandes et votre serveur est safe globalement. En fait, quand vous quand vous êtes sur Heroku, il n'y a pas des DevOps qui vont faire beaucoup plus que ça, parce qu'il n'y a pas de magie particulière. Globalement, l'informatique est le même pour tout le monde et du coup, ça se passe très bien. Mais si vous avez la flemme de faire ça, j'ai créé un petit repo, peut-être que vous en avez entendu parler, qui va lancer toutes ces commandes. Et en gros, vous avez juste à lancer ce playbook Ansible, c'est Ansible du coup. Vous lancez ça, ça va sécuriser votre serveur de A à Z, ça va configurer SSH comme il faut pour vous, ça va bloquer les ports qu'il faut, ça va installer Fail2Ban et le configurer, et ainsi de suite, tout ce que je viens de dire. Et du coup, vous avez en une commande vos serveurs qui sont prêts et disponibles de manière sécurisée. De la même manière, grâce à Ansible, ça encore, c'est spécifique à Ansible, je ne vais pas rentrer dans le détail, vous pouvez lister plusieurs serveurs. Si vous achetez, vous voulez par exemple 5 nouveaux serveurs, un pour le load balancer, un pour la DB et 3 pour le compute par exemple, vous pouvez lister toutes les adresses IP, lancer cette commande et ça va configurer vos 5 serveurs en parallèle. Et du coup, en une commande, vous pouvez prendre un café, ça va tout configurer. On s'en servait pleine balle chez Studio HB et ça marche encore, donc c'est trop cool. Voilà, pour moi, pas la conclusion, mais ce que je veux dire quand même avec cette histoire de PaaS versus des IaaS, et je suis un peu d'accord avec ce qu'on voit un peu partout en ce moment, c'est que les PaaS, c'est un peu une jolie UI pour un IaaS, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, avec le extra markup en plus, donc avec une marge en plus. Mais en gros, Heroku n'est qu'une jolie interface sur AWS, Scalingo n'est qu'une jolie interface sur Outscale, et en fait, est-ce que vraiment, c'est compliqué. Je pense qu'il y a énormément de marketing des PaaS, et on le voit tous les jours sur Internet, qui vous font croire que c'est compliqué. Ça, d'ailleurs, on l'entend même au wagon, même de partout ici, on l'entend tu vas quand même pas déployer ton application tout seul. C'est trop risqué, c'est trop dangereux. Imagine, ça crache en prod. Qu'est-ce qui se passe à l'aide? Et en fait, il y a vraiment ce côté en fait, ça crache jamais en prod. Il n'y a pas de raison que ça crache en prod. Une fois que c'est configuré normalement, ça marche très très bien. Et c'est aussi performant. Il n'y a pas de débat. C'est le même processeur. Donc tout va très bien, mais vraiment je pense qu'il y a un aspect marketing qui est vraiment trop important, et c'est un peu l'idée de cette presse, c'est de dire c'est pas si important que ça. Si vous savez si vous savez coder une application Rails, il n'y a pas de raison que vous ne sachiez pas lancer quelques commandes sur un serveur Linux. En vrai, on est des développeurs et justement l'idée c'est que on sait ce que c'est un terminal, il n'y a pas de raison qu'on sache pas faire. Fun fact, j'avais posté ce tweet il y a quelques semaines du coup. En fait, j'avais oublié que j'avais un serveur chez Scaleway. Évidemment, c'était Kamal 1. Ça fait 330 jours qu'il tourne. J'avais complètement oublié ce serveur.
J'y suis retourné pour mettre Kamal 2, pour la blague, pour faire un article. Et en fait, ce serveur n'a jamais crashé. Il a crashé plusieurs fois avant les 330 jours. Il s'est redémarré, Kamal s'est redémarré, Docker s'est redémarré, tout le monde s'est redémarré. Et en fait, ça marche. J'ai jamais eu besoin de me connecter à ce truc-là. A toujours été en prod toute sa vie. J'ai jamais eu de downtime sur Uptime Robots. Et en fait, il n'y a pas eu de faille de sécurité parce que unattended l'app upgrade a mis à jour les patchs et ce genre de choses. Et en fait, j'ai laissé mourir ce serveur et ça marche. J'ai pas eu besoin de m'en occuper comme si c'était une petite chose fragile sous prétexte qu'il n'y avait pas un DevOps qui s'en occupait à ma place. La scalabilité, mon grand combat à chaque fois que je fais une prés. Est-ce que vous avez des problèmes de scalabilité dans cette salle? Non, je pense pas en tout cas. En tout cas, je pense que vous n'en avez pas des vrais de problèmes de scalabilité parce que c'est mon combat éternel j'en ai un peu marre de cette façon de dire je ne peux pas faire ce que tu dis ou je ne peux pas utiliser Rails ou je ne peux pas utiliser un YAS ou je ne peux pas faire quoi que ce soit, je ne peux pas me passer de React par exemple parce que j'ai des problèmes de scalabilité. En vrai, c'est quasiment jamais vrai. Pourquoi? Parce que la croissance de la plupart des apps, quasiment toutes, est linéaire. Elle est peut-être exponentielle au début, ok, mais vous allez multiplier 100 utilisateurs par 2, ok, incroyable. Mais en vrai, la plupart de votre croissance sera toujours linéaire parce que de toute façon, elle dépend des actions que vous mettez en place. Il n'y a pas magiquement 100 000 utilisateurs qui vont se connecter à votre app après-demain et tous les jours pour le reste de la vie. Ça ne marche pas comme ça. Vous allez devoir mettre en place des actions commerciales, marketing, du SEO, ce genre de choses. Donc en fait, la scalabilité, c'est quelque chose qui est assez prévisible. On sait se projeter à peu près sur les 6 prochains mois de quoi on aura besoin comme charge serveur pour répondre à nos besoins. On peut à peu près l'anticiper. Il y a des rares cas comme par exemple quand Macron annonce à la télé que c'est Doctolib qui va être responsable de la gestion des vaccins. L'équipe de Doctolib n'était pas au courant. Pas de bol. Bon, du coup, le lundi matin, pas fun, hein. Mais c'est pas votre cas, vous n'êtes pas Doctolib trop probablement. Et de toute façon, ce que je dis à chaque fois, il y a 9 chances sur 10 que votre startup va mourir dans les 2 années de sa création, après sa création. Votre business va mourir avant que vous ayez des problèmes de scalabilité. Donc en fait, c'est un faux problème, c'est un problème qui n'existe pas. Et surtout, le dernier point, l'autoscaling. C'est pareil, l'argument magique de je ne peux pas me passer d'impasse. Jean-Michel, il est à fond sur les petits curseurs de Heroku. Parce qu'il y a l'autoscaling. Imagine, demain, j'ai 30 000 utilisateurs qui pop sur mon... j'ai 30 000 utilisateurs sur ma plateforme. En fait, l'autoscaling gère tout pour moi. Donc, Heroku va se rendre compte qu'il y a trop de charges. Je vais émettre des des seuils. Il va pop des conteneurs, ça va être incroyable. Mais en fait, c'est un problème qui, pareil, n'existe pas. Vous n'avez pas besoin d'autoscaling. Et on verra après, parce que quand votre IaaS est 100 fois moins cher que votre PaaS, en fait, vous prenez la machine la plus performante que vous trouvez sur votre hébergeur favori. Et en fait, vous n'avez pas besoin d'autoscaling. Vous mettez la machine la plus puissante, votre application dessus. Il n'y aura pas de problème de scalabilité, ou du moins, il sera anticipable. Vous achèterez une deuxième machine, peut-être dans 2, 3, 4 ans, peu importe. Et ça se passera globalement très bien. Pourquoi? Parce que c'est qu'un problème d'argent. Et au final, comme pareil, ça a été dit à la Rails World, en fait, si vous achetez une machine chez Heroku avec un core de thread et 2,5 Go de RAM, en fait, vous en avez pour $250 par mois. C'est bon pour vous? Je ne sais pas si on se rend compte. Pour $30 de moins, vous avez 48 cœurs et 96 threads. Et surtout 256 Go de moins. En fait, pour 30 balles de moins, vous avez 100 fois la puissance. Est-ce que vraiment, là, avec les quelques milliers, dizaines de milliers, même centaines de milliers d'utilisateurs, ce genre de machine peut subvenir à vos besoins? Très probablement. En tout cas, même si vous en avez 2, 3, ça coûtera tellement moins cher qu'un pass que potentiellement, c'est quelque chose qu'il faut envisager. Et c'est dans ce contexte-là que Kamal a été créé. Pourquoi je donne autant d'argent? Pourquoi on donne autant d'argent à des passes? Quelle est la finalité? Quelle est la finalité de tout ça, sachant que c'est qu'une petite partie de notre application, pourtant qui coûte cher. Et c'est dans ce contexte-là que Kamal a été créé. Kamal, du coup, je vais reprendre un peu tout ce que j'ai dit, c'est basé sur Docker. Évidemment, la promesse, c'est que ça soit parfaitement smooth, c'est que ça soit déployable et réplicable de manière très facile sur énormément de machines si on en a besoin. Petit détail, mais le SSL est inclus, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de configurer Certbot pour avoir du HTTPS, donc ça, c'est cool. C'est fully transparent, vous n'êtes pas dépendant de la plateforme. Par exemple, quand vous déployez une application sur Heroku, est-ce que vous êtes capable de dire comment Heroku provisionne le serveur et comment il déploie votre application? En fait, on ne le sait pas, on n'en a aucune idée. Là, ce que fait Kamal, c'est qu'il lance littéralement des commandes Docker sur votre serveur. Il fait des Docker run, il monte les volumes, il bind les ports, il bind les variables d'environnement, et c'est tout. Vous voyez les commandes qu'il fait. Ça, c'est réplicable, et du coup, vous maîtrisez votre architecture et vous pouvez surtout le répliquer. Une phrase qui est sur la documentation de Kamal, c'est que Kamal, c'est un peu le Capistrano de l'époque, c'est-à-dire que c'est très simple dans l'idée,
mais pour les conteneurs. C'est-à-dire que l'idée, c'est de se dire, OK, Capistrano, vous étiez responsable de l'infrastructure, déjà de base à l'époque, mais on ne voulait pas perdre les features comme le rolling release, comme j'ai dit tout à l'heure, les rollbacks, ce genre de choses. Et du coup, là, c'est la même chose, mais pour les conteneurs. Et surtout, l'énorme avantage, c'est que ça marche de partout. Vous n'êtes pas dépendant de Google, vous n'êtes pas dépendant des Roku. Si demain, vous voulez passer de Digital Ocean à Scaleway, à OVH, à Etzner, je peux tous les citer, en fait, ça marche. Demain, vous avez juste à pop un serveur. Là, le Ubuntu sera exactement le même. Vous avez juste à déployer et vous serez jamais dépendant d'un hébergeur. Et pire que ça, si vous avez envie d'acheter un ordinateur, de le mettre dans votre cave, c'est exactement le même principe. Moi, mon retour d'expérience, parce que c'est un peu l'idée aujourd'hui, ça fait plus d'1 an que j'utilise Camel en production, du coup, pour soit des apps perso, soit des side projects. Camel, juste ça marche, parce qu'il y a, encore une fois, pas de raison que ça marche pas, c'est juste du Docker qui est lancé sur un conteneur, sur un serveur, pardon. L'expérience que j'en ai, c'est qu'entre le moment où je clique sur un bouton pour acheter un serveur, j'utilise beaucoup Scaleway, mais entre le moment où je clique sur acheter un serveur à 10 balles sur Scaleway, et entre le moment où mon application est disponible sur cette app-là, il me faut environ 10 minutes, grâce à Ansible, on l'a vu tout à l'heure, et en fait mon image est déjà buildée, donc je fais Camel deploy, je rajoute une adresse IP, et en fait c'est déjà en prod, du coup j'ai pas grand-chose à faire. Est-ce que vraiment c'est tellement plus lent qu'un pass que ça justifie d'y aller? Je pense pas. Et en fait, ça ne m'empêche absolument pas d'utiliser tous les services de cloud qui existent actuellement. J'utilise Planball S3, j'utilise Mailjet pour les mails. En fait, je profite quand même de l'écosystème que AWS surtout a mis en place. Je profite de ces services, mais ça ne m'empêche pas de au moins gérer ma partie Rails. Et du coup, c'est plutôt cool. Sans rentrer dans le détail, j'ai fait un article, peut-être pareil, que vous avez pu voir passer, qui explique en détail comment scale une application et comment manager une application Rails en l'occurrence avec Camel, mais j'ai aussi déployé des applications en Laravel et en Go, donc du coup n'hésitez pas à aller voir, c'est agnostique, ça ne dépend de rien du tout en fait. C'est juste si vous arrivez à builder votre application Docker, du coup ça marchera avec Camel évidemment, ça ne fait rien de particulier. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir l'article, en vrai je pense qu'il est assez clair sur comment ça peut marcher et comment ça peut vous aider à scaler votre application. Il y a un système de load balancer, il y a un système de réplication des bases de données, on peut faire du sharding, on peut faire du backup off-site avec pareil un conteneur Docker, on peut faire quand même pas mal de trucs, mettre Sidekick, pareil dupliquer Sidekick pour avoir plusieurs queues, donc c'est plutôt cool. La conclusion de tout ça, c'est que je pense que Camel est de loin aujourd'hui la meilleure alternative au pass. C'est pas un remplaçant, le but c'est pas de migrer des passes à Camel, parce qu'en fait les deux existent et ils peuvent cohabiter. Mais je pense que c'est aujourd'hui la seule, en vrai, pour être honnête, l'alternative. Jusqu'à il y a encore un an et demi, c'était très compliqué de se passer d'un pass si on voulait au moins être serein, ou si on n'avait pas envie de mettre les mains dans le cambouis. Là, je pense que c'est vraiment la meilleure alternative au pass, mais sans la partie jolie interface. C'est en ligne de commande, mais en tout cas, c'est le même niveau de service ou le même niveau de simplicité. Pareil, je pense que tout l'argent qu'on peut économiser avec ce qu'on vient de dire, je pense que c'est plus intéressant de le mettre dans un développeur ou dans un ingénieur ou dans de la R&D de manière générale. Donc, si je peux éviter de donner beaucoup d'argent à Amazon, je préfère le garder soit pour moi, soit pour l'investir. Donc, je pense que c'est pas pire un euro économisé ne vaut pas moins qu'un euro gagné. Donc, autant l'investir ailleurs. Et je pense que ce qu'il faut sortir, et c'est un peu ma conclusion de cette histoire, il faut vraiment se sortir en tête de c'est compliqué. C'est pas compliqué. De la même manière que Rails ou React, on a toujours eu ces casseroles à nos pieds, du coup c'est pas compliqué de déployer un projet. Je pense que vous devriez vraiment le tester, même en local, on s'en fout, vraiment le tester pour l'installer, acheter un serveur à 3 € chez OVH, n'importe où, et je pense que ça vaut le coup de tester, vous serez surpris, si vous ne l'avez pas fait depuis quelques années au moins, vous serez surpris de à quel point c'est simple de déployer une application en 2024, et que l'informatique a vraiment évolué. Quand on voit la puissance des serveurs pour le prix qu'on a, c'est un délire, on ne se rend pas compte. Et en fait, les prix des Roku sont quasiment les mêmes qu'en 2009, ça n'a aucun sens. Pourtant, la puissance a explosé pour les serveurs, surtout avec de l'ARM maintenant qui est disponible. On peut faire des trucs absolument stratosphériques, donc en vrai, ça peut valoir le coup de tester. Et j'aimerais vraiment qu'on s'enlève de la tête que déployer une application est compliqué. Voilà, je ne fais pas plus long, c'était déjà long, mais toutes les slides sont évidemment dispo comme d'habitude sur l'internet mondial. Et voilà. À part Jean-Michel, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, ouais, on a encore 2 minutes et après on va au bar. Le monitoring, du coup, tu as des recommandations? J'utilise énormément d'APM, donc en fait quasiment tout est géré par l'APM ou presque, parce que la plupart des APM ont un système sur Lost.
Par exemple, New Relic, tu peux installer New Relic sur ton serveur. Du coup, il va monitorer ta RAM, ce genre de choses. Et du coup, il te met des alertes exactement comme d'habitude. Comme sur Heroku, tu as des graphes, des jolis graphes avec salut, ta RAM est saturée. Et encore une fois, je reviens sur ce que je veux dire, on a tellement de puissance pour le prix qu'en fait, je prends des serveurs qui n'ont aucun sens en termes de puissance, parce que c'est coûte 20 balles par mois. Et du coup, j'ai jamais de problème de monitoring. Et quand ça crache, comme d'habitude, en fait, souvent ça se reboot tout seul au bout de quelques minutes, exactement comme sur Heroku. Et en fait, ça crache jamais, mais ça arrive quand même. Mais du coup, les peu de fois où ça arrive, j'ai juste une alerte en mode ton app est down, et 2 minutes plus tard, c'est ton app est up. Et du coup, pareil pour la RAM, ce genre de choses, le SSD, je m'en sers pas parce que c'est tout sur S3. Donc en fait, j'ai pas trop de problèmes de monitoring. Et pour les logs, tout est sur New Relic ou AppSignal. Donc voilà. En gros, tout simplement. D'autres questions? Ouais. Et est-ce que tu peux arriver à scaler des workers aussi avec Camel? C'est exactement la même chose. En fait, pour Camel, Camel n'est rien, c'est juste quelque chose qui lance des commandes pour toi. Donc en fait, si tu veux lancer 14 sidekicks parce que tu as de la place sur ton serveur pour le faire, tu le fais. Tu peux même, pareil, j'en parle dans cet article-là, si tu veux déployer 3 serveurs, 3 vrais serveurs, pas 3 conteneurs, 3 vrais serveurs chez Scaleway qui vont être dédiés à faire du worker, tu peux lancer 14 conteneurs par serveur, donc x3, et c'est très simple à faire. Justement, l'idée de Camel derrière la tête, c'est que la notion de dynamique n'a pas ou peu d'intérêt. C'est ce que j'essaie de dire, c'est qu'en fait, tu vas avoir une gestion croissante de ta croissance. Et du coup, est-ce que tu as vraiment besoin que d'un coup, tu en pop 14 ou je sais pas quoi? En fait, tu en mets 14 tout le temps et tu t'en fous. C'est tellement pas cher que autant mettre le maximum et saturer ton serveur presque. Et tu t'en fous, en fait, c'est quasiment gratuit. Donc, pourquoi pas le faire? Oui. Mais on peut mettre dans Camel 2 un système de trigger, justement À ma connaissance, non. D'accord. À ma connaissance, il n'y a rien de dynamique. Vous dites, par exemple, je veux 3 conteneurs sur ce truc-là, sur ce serveur et ce serveur. Camel lance des commandes genre Docker run avec tout ce que j'ai dit. Mais du coup, il n'y a rien de dynamique. C'est le principe. C'est que la raison pour laquelle sur Heroku c'est dynamique, c'est parce que c'est tellement cher qu'il faut réduire au maximum la quantité de ressources que tu utilises. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on va dire avec les $250 par mois. Tu n'as pas envie d'en avoir 3 allumés tout le temps parce que ça coûterait trop cher. En fait, tu en as un qui est 100 fois plus puissant pour une fraction du prix. Lance ça tout le temps pleine balle. Tu t'en